Rome, juillet 64 après Jésus-Christ. Une nuit chaude, lourde, où la ville respire à peine. Dans les rues, l'huile des lampes, le bois des échoppes, la paille des stocks, tout attend une étincelle. Et quand le feu démarre, il ne fait pas que brûler des bâtiments. Il déclenche une chasse aux coupables. Parce qu'à Rome, si une catastrophe frappe, elle doit avoir un visage. Et ce visage, avant même que la fumée retombe, tout le monde le connaît. Néron. Reste jusqu'à la fin, ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas seulement l'incendie, c'est la bataille qui commence après, dans les récits, dans les soupçons et dans ce que l'empereur fait des ruines. Au 1er siècle, Rome est immense. Les grands monuments sont en pierre, mais la vie quotidienne, elle, repose sur des matériaux fragiles, bois, toile, torchis. Les boutiques débordent sur la rue, les étages s'empilent, et dans certains quartiers, on vit serré, très serré. La nuit, la lumière vient surtout des lampes à huile. Dans les ateliers, on chauffe, on cuit, on forge. Dans les entrepôts, on stocke du vin, de l'huile, des tissus. Quand un incendie démarre ici, il trouve tout de suite de quoi se nourrir. Les sources antiques situent souvent le départ près du Circus Maximus, un secteur commercial très fréquenté. C'est important, ce n'est pas une zone vide. C'est un endroit où le feu peut se multiplier rapidement, comme s'il trouvait plusieurs départs en même temps. Le premier signe, ce n'est pas la flamme, c'est l'odeur. Puis la fumée qui entre par les fenêtres. Ensuite, la lueur qui se reflète sur les murs. En quelques instants, les gens comprennent. Il faut sortir. On emporte ce qu'on peut, un enfant, une bourse, une couverture. Certains tentent de sauver des objets. D'autres comprennent tout de suite que c'est déjà trop tard. Et surtout, le feu n'avance pas comme au cinéma. Il s'infiltre, il se glisse derrière les façades, il grimpe aux étages, puis il saute de toit en toit. Rome a des rues étroites, sinueuses. On fuit et on tombe sur des impasses. On tourne, on revient sur ses pas. On se retrouve nez à nez avec un mur de chaleur. La panique crée des bouchons humains. Impossible de passer, impossible de respirer. Dans une ville pareille, la foule peut être aussi dangereuse que le feu, parce que le feu ferme les routes et la foule bloque les issues. Les récits antiques parlent d'un incendie long, qui dure plusieurs jours et qui connaît des reprises. À certains moments, on croit que le pire est derrière, puis une nouvelle zone s'embrase. Ce détail compte énormément. Plus le feu dure, plus il devient suspect aux yeux de ceux qui le subissent. L'esprit cherche une intention, une main, un plan. Et dans la confusion, des histoires circulent. On dit qu'on aurait vu des hommes avec des torches. On affirme que certains auraient empêché d'éteindre. On parle de pillage, de gens profitant du chaos. On ne peut pas tout vérifier dans une ville en feu, mais on peut tout croire. Et la rumeur se propage plus vite que n'importe quel ordre officiel. À ce moment-là, Rome ne demande plus seulement comment survivre, elle demande qui a provoqué ça. Et l'empereur devient le centre du soupçon presque automatiquement. Parce que dans un système impérial, le sommet absorbe tout, les victoires et les catastrophes. Où est Néron quand l'incendie démarre ? Les sources ne sont pas parfaitement concordantes, mais une version revient souvent. Il n'est pas forcément sur place au tout début, puis il revient à Rome. On lui attribue des mesures de secours, ouvrir des espaces pour les sinistrés, organiser des distributions, tenter de gérer l'urgence. Ça peut être vrai, ça peut être amplifié, mais une chose est certaine, cette gestion ne suffit pas à arrêter le poison. Parce qu'en face, il y a une image qui va dominer toutes les autres. Néron contemplant l'incendie, fasciné, presque artiste, en train de chanter pendant que Rome brûle. Cette scène est peut-être une caricature, une construction hostile, une façon de peindre l'empereur comme un monstre, mais elle a une force redoutable. Elle tient en quelques secondes. Et une histoire qui tient en quelques secondes se répète à l'infini. À partir de là, Néron n'est plus un homme qu'on juge, c'est un symbole qu'on accuse.
Quand l'incendie se termine, Rome découvre l'ampleur du choc. Des quartiers entiers détruits, des familles sans toit, des ruines encore chaudes. Et l'empereur doit répondre sur 2 plans, reconstruire la ville et reconstruire la confiance. Néron vance des mesures de reconstruction, des règles plus strictes, des projets d'urbanisme, des rues plus ouvertes, des matériaux moins inflammables. Sur le plan technique, ce n'est pas absurde, mais sur le plan émotionnel, c'est explosif. Parce que les gens ne voient pas un plan rationnel, ils voient un pouvoir qui redessine leur ville. Et surtout, un projet marque les esprits. La Domus Aurea, la Maison Dorée, un ensemble palatial gigantesque, luxueux, qui s'étend sur une zone centrale. Là, la colère devient presque inévitable, parce que pour un citoyen ruiné, l'équation est brutale. On a perdu nos maisons et l'empereur annonce de l'or. Même si l'intention n'était pas de profiter, la perception, elle, est terrible. Et la perception, en politique, vaut parfois plus que la vérité. Dans ce contexte, Néron a un problème majeur. Si l'idée « Néron a brûlé Rome » s'installe, son autorité devient un château d'Assandre. Alors, selon les récits antiques, la colère est redirigée vers un groupe, les chrétiens, minorité encore mal comprise, perçue comme étrange, marginale, facile à isoler. Les accusations tombent, la répression suit et la ville obtient un récit simple. Ce sont eux. Ce mécanisme est glaçant parce qu'il est efficace. Il transforme un événement immense, complexe, incontrôlable en une histoire courte, supportable, répétable. Alors, Néron a-t-il brûlé Rome ? Ce que l'histoire nous laisse, ce n'est pas une preuve parfaite. C'est un puzzle de récits, de propagande, de peur et de décisions politiques prises dans les ruines. Mais une chose ressort clairement, l'incendie de 64 est devenu un champ de bataille de la mémoire. Et sur ce champ de bataille, la rumeur peut être plus puissante qu'un fait. Rome a brûlé une fois, mais le nom de Néron, lui, a continué de brûler pendant des siècles. Prochaine vidéo, les gladiateurs. Comment on le devient? Qui survit? Qui devient une star? Et pourquoi Rome a fait de l'arène un miroir de son pouvoir?